Bonsoir à toutes et à tous qui suivaient donc cette rencontre ce soir et qui avaient peut-être eu l'occasion d'assister aux précédentes conférences en ligne dans le cadre de ce festival, dont le titre est très évocateur, l'Afrique au centre. On se pose la question de quelle Afrique on parle et de quel centre on parle. Et je crois que c'est un peu l'enjeu de poser la question justement du retour en Afrique, histoire et contexte, puisque le retour en Afrique est une tradition, est un phénomène qui, comme ça a été souligné, ne date pas d'aujourd'hui. Le terme de caméléonisme ou panafricanisme, c'est moi qui l'ai rajouté sur un post que j'ai fait sur YouTube pour annoncer la conférence. En fait, l'idée de caméléonisme, c'est tout simplement le fait que comment dire, on se fond dans le décor de l'endroit où on se trouve, non pas pour, comment dire, pour des questions d'aliénation, mais plutôt pour des questions de survie. Et donc, cette capacité à se fondre dans des environnements qui sont fondamentalement hostiles, lorsqu'elle est beaucoup trop développée, peut nous amener justement à perdre un peu nos repères et à ne plus savoir de quelle couleur nous sommes initialement parlant. Et c'est en ça que la question du caméléonisme est très importante. On peut tout à fait être noir et retourner en Afrique et se comporter totalement comme un blanc. D'ailleurs, il y a pas mal de personnes qui, lorsqu'ils rentrent en Afrique, sont considérés comme des Yovos, comme des Mundélé, etc., parce qu'on est sur une conception, on va dire, sociale de l'identité. Le premier élément, je vais faire les choses en trois parties rapidement. Donc, premièrement, la manière, on va dire, de conquérir. Deuxièmement, un topo, on va dire, sur l'histoire et les contextes. Et puis, troisièmement, je parlerai un petit peu de comment dire, de quelle éducation retour et quels sont les enjeux qui se posent derrière tout ça. La première question, c'est effectivement la manière dont on a quitté l'Afrique détermine la manière dont on y retourne ou dont on n'y retourne pas. Du point de vue historique, le mouvement de retour en Afrique est né dans la diaspora des Amériques, parmi ceux qui ont été déportés en captivité et réduits en esclavage. Et ils ont été déportés par millions. Et cette déportation est un aller sans retour. C'est-à-dire qu'on a déporté des millions et des millions de personnes qui vont faire diaspora dans les Amériques, qui, étant coupés de l'Afrique, vont recréer l'Afrique dans les Amériques. Donc, il existe aujourd'hui des Afriques qui sont en dehors du continent africain et qui sont peut-être plus africaines que ce qu'on fait en Afrique, où beaucoup de choses ont été occidentalisées. Donc, un élément qu'il faut avoir à l'esprit, on a des espaces qui sont des recréations de l'Afrique à l'extérieur du continent africain et qui, du coup, interpellent sur le sens de la diaspora. On peut évoluer à l'extérieur de l'Afrique, des milieux sociaux parfois sont plus africains que ce qu'on peut trouver dans certains cas en Afrique même. Et ça, c'est lié à cette diaspora historique qui a donc été déportée dans un aller sans retour. Pour les descendants de cette diaspora historique, le retour en Afrique s'inscrit dans, on va dire, la reconstitution du lien ancestral. C'est le retour pour les ancêtres. C'est pour ça que pour les Martiniquais, les Guadeloupéens, les Afro-Caribéens, les Afro-Américains, le retour en Afrique, c'est quelque chose qui peut être fondamental, y compris d'un point de vue émotionnel. Autant quelqu'un qui est, on va dire, africain et qui est dans le contexte post-colonial peut retourner en Afrique pour ne pas être imprégné de la même émotion, autant il faut comprendre cette dimension ancestrale, comprendre pourquoi du côté des Afro-Américains et des Afro-Caribéens, le retour en Afrique s'inscrit vraiment dans une dimension très forte. C'est important, je pense, de souligner aussi, dès le départ, que le retour en Afrique, c'est un projet, c'est pas un acte de charité. Voilà, il ne s'agit pas d'aller en Afrique pour développer l'Afrique, pour expliquer la vie aux Africains. C'est un projet et ce n'est pas un acte de charité. Tout si on se place dans une dimension de redevabilité vis-à-vis
de ceux qui nous ont précédés vis-à-vis de nos ancêtres. Un peu ce paradigme-là guide les Afro-Américains et les Afro-Caribéens du point de vue historique. Un autre élément, dans la manière dont on a quitté l'Afrique, qui détermine comment on y retourne ou pas, c'est la manière dont on se vit justement en diaspora ou en double diaspora. Ça renvoie à la thématique de la double conscience, c'est-à-dire comment être à la fois d'ici et d'ailleurs, où trouver finalement son positionnement entre cet ici et cet ailleurs. Et cette question de la double conscience, elle est très importante parce qu'elle va comment dire, hanter pendant tout le XXe siècle un certain nombre de personnes qui vont faire cette expérience du retour en Afrique. Certains vont le faire et au bout d'une semaine en Afrique, ils vont dire « j'ai maintenant la certitude que je ne suis pas africain, je suis français, je suis américain, mais je ne suis pas africain ». Et on a un certain nombre de personnalités qui l'ont fait avec vraiment la foi de retourner en Afrique et de se réenraciner dans quelque chose avec lequel ils n'avaient plus de lien. Ça renvoie également, je dirais, d'un point de vue comment dire, de la manière dont on se vit justement en diaspora, au contexte dans lequel la diaspora entretient l'imaginaire ou la présence de l'Afrique. La manière dont on recrée cette Afrique à l'extérieur d'elle-même, et donc la dimension panafricaine. Le retour en Afrique ne se pense pas de la même manière si dans la diaspora, on évolue dans un contexte panafricain, ou si, au contraire, on est dans un contexte qui n'est pas constitué d'un point de vue panafricain. Parce que dans le contexte panafricain, eh bien, il y a un lien constant avec le territoire d'origine qui se forme dans le cadre de la diaspora. Et donc, ça renvoie à des éléments tels que les pratiques sociales, tels que les goûts, tels que les habitudes. Le quatrième point, c'est ce que j'appelle le thème de la diaspora colonisatrice ou de la colonie colonisatrice. Et ça rejoint une expérience comme celle du Libéria, une colonie afro-américaine qui a été fondée dans le cadre du rapatriement des Noirs aux États-Unis, mais qui est en même temps l'infrastructure d'un projet colonial. C'est-à-dire que dans le temps très ancien, dans les premières expériences de retour, on a lié, en tout cas le système colonial, le système occidental a lié le retour en Afrique à un projet de colonisation. Et donc c'est très important à avoir à l'esprit parce que c'est exactement ce qui est en train de se passer sous certains aspects aujourd'hui. On utilise cette volonté de retourner en Afrique dans un cadre de colonisation. Et on utilise également la colonie comme modèle colonisateur, c'est-à-dire qu'on utilise la colonie colonisatrice. Et ça renvoie à toute une histoire du XXe siècle où vous avez des Antillo-Guyanais qui sont envoyés dans le cadre de l'administration coloniale en Afrique. Vous avez des Français réunionnais qui sont envoyés à Madagascar, les Français de Madagascar, et qui, en réalité, annexent d'une certaine manière le territoire d'origine, le territoire colonial dans lequel ils ont été déposés. Le thème de la colonie colonisatrice, de la diaspora colonisatrice, ont, on va dire, des revers de cette problématique du retour en Afrique. Histoire et contexte. Donc, le premier élément, c'est effectivement la revendication du droit au retour. On a des millions d'Africains qui ont été déportés, qui ont créé des diasporas dans les Amériques et qui vont réclamer effectivement le droit au retour, à rentrer sur leur terre d'origine. Encore une fois, le retour en Afrique n'est pas un acte de charité, c'est un problème. Et ce droit de retourner en Afrique va donc nourrir des politiques de colonisation par expulsion des Noirs indésirables. C'est-à-dire que les premiers projets colonialistes en Afrique, donc le Sierra Leone, le Libéria, mais également l'Afrique équatoriale française, notamment la région de Libreville, sont des expériences qui ont été mises en place pour récupérer cette idée de ramener les Africains chez eux, ce texte qui serait mieux dans leur territoire d'origine, pour en fait y glisser un projet colonialiste. Cette stratégie explique pourquoi, par exemple, le Ku Klux Klan a tenté de noyauter l'organisation de Marcus Garvey, qui explique pourquoi Malcolm X a été approché par les suprémacistes blancs, qui explique pourquoi le Rassemblement national peut donner l'impression d'être très favorable justement à certaines de nos idées. Et ça renvoie aussi
à un militantisme qui a été mené dans les années 60 au niveau de l'Angleterre, qui avait été l'un des premiers territoires à politiser la question du retour en Afrique, vis-à-vis notamment de la diaspora caribéenne, où justement le Front national britannique s'était appuyé sur ce droit au retour, scandé par les Africains ou par une minorité d'Africains, pour justifier le fait de mener des politiques d'expulsion des Africains ou des Noirs du territoire occidental. Donc cette politique de colonisation par expulsion, elle s'oppose à un autre élément qui est la politique d'interdiction du retour en Afrique, puisque évidemment le système esclavagiste qui a utilisé la logistique pour déporter des millions et des millions d'Africains n'a jamais voulu utiliser cette même logistique pour rapatrier des millions et des millions d'Africains. Et c'est un des éléments aussi qui explique pourquoi, au niveau de la Caraïbe, il y a cette mobilisation pour obtenir des lignes aériennes directes entre la Caraïbe et le continent africain. C'est-à-dire qu'on est capable de faire les choses dans le sens inverse quand il s'agit de vider l'Afrique de ses forces vives. Mais lorsqu'il s'agit de trouver les moyens logistiques pour y retourner, eh bien, les mêmes moyens qui ont servi pour vider l'Afrique, bizarrement, ils ne sont plus mobilisables. Parce qu'il y a une crainte effective que le retour en Afrique soit effectivement conçu dans un projet de libération et d'émancipation du continent africain. C'est très important parce que jusqu'aux années 50-60, les principaux militants, un certain nombre de militants panafricains étaient interdits d'aller en Afrique. Marcus Garvey, par exemple, n'a jamais été en Afrique parce qu'il avait l'interdiction d'aller en Afrique. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas voulu ou qu'il n'a pas pu, mais il était interdit d'aller en Afrique. Et pareil pour Lamine Senghor, un grand militant panafricaniste et communiste sénégalais, qui, après la Première Guerre mondiale, a été interdit de retourner au Sénégal ou n'importe où en Afrique. Et donc, cette interdiction du retour participe en fait du contrôle des mobilités des populations. Je peux vous assurer que si demain, tous les Noirs de France disent on rentre en Afrique, la France va dire c'est hors de question, vous restez ici. Et donc, c'est des choses dont il faut, je pense, avoir à l'esprit parce qu'il y a toujours une volonté de contrôler, d'orienter, de réorganiser ces dynamiques de retour parce que derrière les flux, ce sont d'immenses potentiels économiques qui sont mobilisés. Il y a une troisième approche qui a été celle du mouvement Rastafari, l'activisme des Rastas, qui ont estimé que le rapatriement, non pas le retour en Afrique, mais vraiment le rapatriement, doit faire partie de la politique des réparations. Ce sont les milieux Rastas qui vont les premiers vraiment populariser le retour et le rapatriement en Afrique, avec déjà, du point de vue de la société occidentale, une rupture. C'est-à-dire que la rupture avec le système occidental doit se faire dès ici, non pas dans une logique forcément de communautarisme, mais tout au moins dans une logique de séparatisme. Et c'est ce que les Rastas ont fait en recréant des communautés africaines en Jamaïque, dans la Caraïbe, etc. Et finalement, à partir de ces communautés-là, soit l'Afrique est reconstituée dans ce cadre-là, soit le projet du retour est porté par une communauté que l'on réimplante en Afrique. Et donc, la manière dont les Rastas ont pensé le Back to Africa, je pense qu'elle est extrêmement importante parce qu'eux vont penser également dans un paradigme qui fait qu'ils ont été les premiers, en tant que groupes sociaux, à revaloriser réellement l'Afrique. Donc, il y a, à partir de ce bref topo, trois courants, on va dire, intellectuels, idéologiques et militants qui vont appuyer ce mouvement de retour. Le premier, c'est le panafricanisme, évidemment. Le second, c'est le garvéisme, donc les initiatives mises en place par Marcus Garvey, dont on voit très bien qu'en même temps qu'il aidait le retour en Afrique, il a développé un pouvoir noir là où les Noirs étaient. Les États-Unis, dans la Caraïbe, etc., c'était organisez-vous, montez vos affaires, montez vos écoles, montez vos réseaux, montez vos hôpitaux, organisez-vous partout où vous êtes pour être puissant. Plus vous serez puissant à l'extérieur du continent africain, plus il vous sera facile de contrôler les infrastructures qui vous permettront de vous rattacher, de vous reconnecter au continent africain. Et l'infrastructure finale, c'était la compagnie de navigation, Black Star Line, qui malheureusement
ne pourra pas réellement accomplir son objectif qui était de relier les entrepreneurs africains et les entrepreneurs de la diaspora sans passer par les intermédiaires occidentaux, donc court-circuiter les intermédiaires. Troisième courant, après le panafricanisme et le garvéisme, qui joue un rôle aussi dans cette logique de retour en Afrique, c'est, je vais dire plutôt le diopisme. J'aurais pu dire l'afrocentricité, mais je vais dire plutôt le diopisme, c'est-à-dire la référence effective à Cheikh Anta Diop dans le travail de restauration de la conscience historique et surtout dans un certain travail de comment dire, reformatage et comment dire, et reformatage finalement du logiciel. Le diopisme, D-I-O-P-I-S-M-E, de Cheikh Anta Diop, qui me semble extrêmement important ici à jouer, à soulever, parce que et le panafricanisme, et le garvéisme, et le diopisme vont produire à la fois donc des idéologies et des mouvements de libération. Donc on rentre en Afrique pour participer aux luttes de libération africaines. On rentre dans un but de libérer le continent, donc le panafricanisme. On rentre également dans un but d'apporter des contributions décisives à la libération de l'Afrique. C'est qu'il y a des luttes sur place, mais on vient les appuyer. Donc, on arrive dans une logique de participer aux transformations sur place. Et en même temps qu'on participe à ces transformations concrètes, on produit des imaginaires, on produit des esthétiques. Ce que nous avons aujourd'hui, en ces années 2020, c'est un surinvestissement des esthétiques qui renvoie donc à ce retour en Afrique, à l'Afrique, au panafricanisme, et un désinvestissement du volet idéologique qui accompagne la libération du continent africain. On le voit dans le sens où aujourd'hui le retour en Afrique s'appuie davantage, en tout cas vis-à-vis de la diaspora, sur une éducation au désir du retour en Afrique, ou une éducation au désir pour l'Afrique. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant parce que c'est précisément ce volet-là qui est à l'origine de tous les débats, on va dire, en amont précédant la problématique du retour en Afrique. Parmi tous ces débats en amont, vous avez tous des nombreux débats qui ont éclaté depuis 5-10 ans dans les réseaux sociaux français, sur le colorisme, sur le métissage, sur comment dire, l'appropriation culturelle, etc. Tout cela, en fait, participe des interrogations sur l'éducation au désir d'Afrique. Et ce sont des débats qui lèvent en même temps ce que j'appellerais les mécanismes intimes du retour en Afrique. On a tous des trajectoires particulières, on a tous un vécu particulier. Et ce n'est pas la même chose de retourner en Afrique en tant que, on va dire, individu qui en est originaire, que d'y retourner en tant que, par exemple, cellule familiale qui peut déjà avoir un vécu. Donc, toutes ces problématiques-là sont extrêmement riches, elles suscitent énormément de débats et elles posent la question précisément de comment penser l'éducation au retour en Afrique. Et c'est ça qui est à l'origine justement de ce boom dans la diaspora, avec un certain nombre de structures, un certain nombre de réseaux, un certain nombre de conférences, de projets, et finalement toute une économie, une industrie, une ingénierie du retour en Afrique. Troisième point de mon intervention, la question effectivement de cette éducation au retour. À mon sens, il faut absolument connaître le fonctionnement de l'État colonial français pour ne pas le reproduire ou le servir. Donc, il faut connaître un minimum l'histoire des luttes sociales et historiques du territoire de retour et en même temps savoir quel est le rôle que l'on joue dans le territoire, on va dire, d'exil. C'est très important parce que une grande partie aujourd'hui du discours sur le retour en Afrique, contrairement à ce qui se faisait dans les décennies précédentes, semble très largement motivé par des motivations justement économiques. Et ce sont les motivations économiques qui sont à l'origine de la colonisation.
je répète, ce sont les motivations économiques qui jouent un rôle central dans la colonisation. Donc, si dans la conception du retour en Afrique, on n'est pas clair avec la question des motivations économiques, il y a de fortes chances pour que des personnes plus averties, des personnes avec un œil aigu et critique, voient dans ce retour en Afrique un projet très clair de colonisation qui ne dit pas son nom. Donc la question des motivations économiques, tout retour uniquement économique répond en fait à un paradigme colonial. Deuxièmement, en lien avec notre position dans la société française ou belge ou canadienne ou américaine, c'est la manière dont la politique de classe que nous vivons en Europe se lie aux politiques raciales coloniales qui font que la diaspora est socialement hégémonique en cas de retour. La manière dont les politiques de classe européennes en Europe et les politiques raciales coloniales qui, se lient donc à ces politiques de classe font que la diaspora est socialement hégémonique en cas de retour. Et donc, en fait, c'est la question du capital de la diaspora. Capital intellectuel, souvent diplômés d'universités qui sont pas forcément terribles, mais qui, dès qu'on arrive en Afrique, peuvent impressionner, alors que ce n'est pas forcément exceptionnel. Capital intellectuel, capital économique, parce qu'on a beau se battre contre le franc CFA, ben, généralement, on est bien content d'avoir de l'euro pour avoir énormément de pouvoir d'achat en Afrique. Donc, ça pose énormément de questions par rapport justement au type de combat que l'on mène. Et donc, on ne peut pas, écarter cette problématique, la domination économique et capital social, qui là pose la question des réseaux. Des réseaux que l'on peut se créer, ou que l'on peut avoir sur place. Donc, a-t-on des liens sociaux dans le territoire où on se réinstalle, ou vient-on pour, je dirais, créer un noyau qui ne s'intégrerait pas dans l'écosystème local. Et cette question du capital intellectuel, économique et social, elle met la diaspora en porte-à-faux avec, et ça c'est le troisième petit point, la logique d'expatrié. Logique d'expatrié est que dans bien des cas, on peut avoir des nationalités occidentales et ne nous passent pas nécessairement, on va dire, dans les mêmes conditions que les locaux. Donc la question du statut, la question de la citoyenneté, la question de la nationalité et la question des appuis que l'on peut avoir, parce que évidemment, n'importe quel non-africain peut avoir beaucoup plus de portes qui s'ouvrent quand il va en Afrique que quelqu'un qui est originaire du continent africain, mais qui ne dispose pas des leviers politiques institutionnels produits précisément par l'État colonial français. Et donc la logique d'expatrié, elle est très particulière parce que autant dans le point précédent, la politique de classe que l'on vit en Europe en tant que diaspora et les politiques raciales coloniales font qu'on peut être socialement hégémonique en cas de retour, c'est-à-dire qu'on est noir, mais on peut être vu socialement comme blanc, entre guillemets. Autant la logique d'expatrié est une logique qui fait que la classe sociale permet de coopter et la race permet d'exclure. Et donc, tous les Noirs français qui vont en Afrique dans une logique d'expatrié, en tout cas tous ceux que personnellement j'ai rencontrés, me disent qu'ils se retrouvent socialement parlant dans des milieux blancs, mais dont ils sont exclus parce qu'ils n'appartiennent pas du tout à cet écosystème. Et donc, on voit en fait comment précisément les questions de classe et de race cooptent d'un côté et excluent de l'autre. Et donc, nous, en tant que diaspora, enfin, moi, je ne me considère pas tout à fait comme ça, mais on est, je dirais, au milieu, on est entre deux rives. On est même entre trois rives. On est vraiment à la frontière de trois rives. Donc, il faut trouver la bonne rive à aborder. Quatrièmement, la réorientation de la diaspora africaine de France, notamment la jeunesse noire de France, vers le continent africain, se fait parce que la diaspora ici en France réclame de plus en plus de pouvoir en France. Et donc l'enjeu,
des pouvoirs français ou des pouvoirs européens de manière générale, ben, c'est de réorienter les réclamations de pouvoir de cette diaspora vers le continent africain pour réécrire un nouveau projet de partenariat de recolonisation de l'Afrique en utilisant en grande partie le dynamisme de la diaspora. Dynamisme intellectuel, dynamisme économique, dynamisme social et rêve d'Afrique. Et donc là, du coup, on rentre dans un cadre où la diaspora devient le nouvel interlocuteur des pouvoirs publics. Et le principe du retour en Afrique est travesti par le fait que du point de vue des institutions européennes ou françaises, ce retour en Afrique est vu en fait comme un succédané, c'est-à-dire un remplacement des politiques d'aide publique au développement. Et c'est ça qui explique que depuis à peu près 8 ou 9 ans, il y a une OPA des pouvoirs français et européens sur la diaspora. Ils ont créé un forum de la jeunesse de la diaspora africaine. Ils ont levé 900 millions d'euros pour financer justement tout ce que la diaspora veut faire en Afrique. Ils ont mis en place un certain nombre de structures qui visent tout simplement à atteindre les objectifs, notamment les fameux objectifs du millénaire que se donnent l'ONU et l'Union européenne, non plus en passant par l'aide publique au développement, mais en récupérant la diaspora, dont on a vu qu'elle investit énormément en Afrique à distance. Et donc, on est, si vous voulez, dans ce contexte où il y a une incorporation du narratif du Back to Africa dans des projets qui sont fondamentalement colonialistes si on n'y fait pas attention. Et quel est le meilleur pays pour vendre ce projet-là? Le Ghana. Parce que le Ghana, c'est le pays phare du retour en Afrique pour les Afro-Américains. C'est le pays de Kwame Nkrumah, c'est le pays du panafricanisme, vraiment le pays du Back to Africa. Donc lorsque Emmanuel Macron se tourne vers le Ghana, lorsqu'il invite le président ghanéen et qu'il met en face de ce président 400 personnes sélectionnées qui représenteraient entre guillemets la diaspora noire de France, on voit très bien vers où nous allons. Lorsqu'on met en place la saison Africa France 2020, lorsqu'on met en avant justement le dynamisme de ces diasporas, on voit qu'on on piège cette, comment dire, ce mouvement de retour en Afrique par des intérêts qui n'ont pas grand-chose à voir, on va dire, avec l'engagement que nous devrions chercher à construire. On voit effectivement aussi à des, comment dire, à des questions personnelles. Je pense que tout le monde n'a pas à se sentir forcément redevable de quoi que ce soit. Il y a aujourd'hui beaucoup d'opportunisme dans des projets de retour en Afrique parce que il y a plein de gens qui ne sont pas africains qui vont en Afrique de manière totalement opportuniste. Et donc, on peut se dire que si d'autres le font, pourquoi ne pas le faire nous-mêmes? On peut également être nourri d'une forme d'esprit, on va dire, d'initiative qui peut être un esprit de revanche, dans le sens où, si on est bloqué, on a le plafond de verre, on a le racisme, etc. Et on a du potentiel. Et ce potentiel-là, on va aller le déchaîner sur le continent. Et sur le continent africain, il y a des hommes et des femmes qui se battent aussi. Donc pour moi, l'un des enjeux aujourd'hui, c'est vraiment de voir comment on reconnecte un peu tout ça pour mettre en avant davantage de logiques de solidarité et de contact plutôt que des logiques de concurrence. Et cela passe, à mon sens, par un travail en amont et de repolitisation au niveau de la diaspora, que les initiatives de retour en Afrique ou les initiatives de soutien au retour en Afrique être davantage, comment dire, structurées et puissent, je pense, donner des résultats moins, comment dire, moins ambigus et moins problématiques. Donc voilà la petite demi-heure de réflexion que je voulais vous livrer. C'est un thème sur lequel on pourrait parler pendant des heures et des heures et des semaines. Mais comme le format est court, j'essaie de synthétiser quelques-uns des aspects importants, sachant qu'on a encore beaucoup d'autres qu'on pourrait mettre sur la table. Voilà. Très bien, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Hamzat Boukari, pour cet exposé de qualité.
qui nous apprend énormément sur l'histoire du retour et de nouveaux enjeux de la diaspora. Je vais donc laisser la parole à Rachida.